Les 11 et 12 septembre 2026, Rock in the Barn investira une dernière fois le château des Tourelles à Vernon. Après 17 éditions, 3 lieux et plusieurs générations d'équipes, le festival normand s'apprête à tirer sa révérence. Mais plutôt que de regarder uniquement dans le rétroviseur, cette ultime édition entend célébrer ce qui a toujours fait son identité, la découverte, l'indépendance et surtout une programmation capable de passer du rock au post-punk, à l'indie pop et même à l'électronique. Et aujourd'hui, nous avons Agathe au micro pour nous en parler. Bonjour Agathe. Bonjour Lucie. Et oui, je le disais, c'est la dernière. Alors, avant de parler programmation, j'aimerais commencer par une question assez simple. Pourquoi maintenant ? Je sais pas si c'est une question simple ça. Pourquoi maintenant ? Maintenant parce que ça fait 17 ans. Donc mine de rien, ça commence à être un vieux festival, notre festival. On a toutes et tous grandi aussi dans l'équipe. Donc on a des envies qui évoluent. Et puis plus globalement, on va pas se cacher que la conjoncture actuelle au niveau de la culture est quand même assez compliquée, donc je pense qu'il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que de souffrir dans les années qui arrivent. Ouais, tu évoques un contexte économique de plus en plus exigeant. Évidemment, c'est pas le cas seulement de ce festival, c'est le cas pour tous. Est-ce que ça a quand même été une décision difficile à prendre de se dire on arrête là, comme tu le dis, avant de souffrir plus ? Oui, c'est toujours difficile parce que l'événement il est créé par des personnes qui s'aiment et qui adorent se retrouver tous les ans sur le festival. Donc nous, ça nous fait nous dire qu'on va plus avoir ce beau projet ensemble et en commun pour avoir ce rendez-vous annuel, disons. Maintenant, ça faisait quand même déjà 1 ou 2 années qu'on se disait peut-être qu'il va falloir réfléchir à mettre à terme à cette formule-là en fait, parce que ça commençait à financièrement nous poser des questions, notamment sur des enjeux de salariat en fait. Alors cette formule-là, est-ce que ça veut dire que vous avez réfléchi à d'autres formules, d'autres événements pour justement rassembler cette équipe qui aime travailler ensemble ? Nous, dans le meilleur des mondes, on aimerait bien ne pas avoir à fermer l'association. Après l'édition qui arrive, on aimerait bien rester actif et puis se retrouver annuellement pour des AG et puis réfléchir peut-être dans le temps à d'autres choses. Mais c'est vraiment le format festival là qui devenait trop lourd à porter et auquel on voulait mettre un point final. Maintenant, une association active, ça reste intéressant, d'autant qu'on a des adhérents, on a des membres au bureau qui sont présents. Donc on verra. C'est pas dit qu'on revienne avec un gros projet tout de suite, mais c'est même pas dit qu'on revienne avec un gros projet du tout, mais c'est pas impossible que Rock in the Barn continue dégrainer des petits événements sur le territoire si ça nous permet cette édition quoi. Il faut prendre aussi le temps, j'imagine, de la réflexion. En tout cas, en dehors de cette équipe salariée, adhérents, bénévoles, pour cette édition du festival, vous insistez pour les festivaliers. Vous avez envie que ce soit une grande fête, pas seulement un dernier rendez-vous. Alors, j'imagine qu'il y aura évidemment de l'émotion, mais comment cette intention s'est traduite concrètement dans cette édition ? Au niveau de la programmation, on a décidé de mêler des groupes qui sont déjà passés par le festival. Donc il me semble qu'il y a 3 groupes qui sont déjà venus qui vont rejouer. 3 groupes et un DJ set. Et puis après, au niveau de l'implantation du site, de comment les festivaliers et festivalières vont vivre leur expérience de festival, on change pas la recette, elle fonctionne, on l'aime. Donc ça sera toujours un accueil aux petits soins, de la bouffe locale, des produits locaux, des stands. On a toujours envie de créer cette expérience de confort et puis grande fête, une clôture symbolique qui sera assurée par La Beauté du Diable qui a fait une clôture déjà l'année dernière, mais Hélène, qui est à la tête de ce projet-là, a fait partie pendant très très longtemps de l'équipe Rock in the Barn. Donc on a fait appel à des copains et des copines aussi. Dombrance, c'est pareil, qui revient, qui nous fait un set un peu plus long que la première fois qu'il est venu sur le festival Rock in the Barn. Là, il va jouer 70 minutes. C'est un artiste qui est déjà passé par le festival, par exemple, et là, il va jouer un peu plus longtemps en clôture le vendredi soir. On a un peu cette envie de faire appel à des symboles par rapport à l'histoire du festival. Ouais, envie de garder cette formule quand même et ses ingrédients historiques. Est-ce qu'il y a au contraire des choses où vous vous êtes dit il faut absolument qu'on teste puisque c'est la dernière ? Oui, tout à fait. Il y a des choses qu'on va tester parce que c'est la dernière, notamment un temps gratuit sur le festival.
Et puis la restitution d'un atelier, un tremplin, bon ça c'est quelque chose qui est déjà partie de l'histoire du festival, ça a eu lieu à un moment, ça s'est arrêté et là cette année on a repris. Donc le festival sera en accès gratuit le samedi de 14h30 à 18h. Et ça c'est la première fois qu'on le met en place sur ce site-là. Donc on est assez curieuse de savoir si ça va permettre à des personnes qui sont jamais venues jusqu'ici de venir pour jeter un œil et puis peut-être se laisser prendre au jeu et donc acheter des billets pour le passage au payant à partir de 18h30 quoi. Donc il y aura 3 concerts gratuits, une restitution d'atelier avec une association locale, le groupe du tremplin qui a remporté le tremplin à la fête de la musique du coup qui s'appelle Live Tune, c'est un petit groupe de jeunes eurois et The Orchestra for Now, un groupe de londoniens. Tu nous as déjà mentionné plusieurs artistes qui vont passer, notamment pour la grande clôture. Est-ce que tu peux nous donner d'autres noms et nous expliquer un petit peu pourquoi ces choix ? Alors moi je suis pas programmatrice, pour le coup je suis directrice du festival, donc la programmation c'est pas moi qui l'ai faite. Mais évidemment Léna quand elle travaille, elle s'assure quand même de placer des noms qu'on aime. Il y a notamment cet enjeu quand même de représenter des artistes locaux qui est très important pour nous. Donc là cette année en artistes locaux on a Marianne Perrudin qui est une artiste oroise qui fait une folk un peu vaporeuse que moi je trouve très très belle. Un visage qui flotte, un rayon vert. On a un groupe de basse normandie qui s'appelle l'Amant, que j'aime beaucoup. Les 2 formules sont hyper intéressantes, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, globalement, à titre personnel, j'aime les découvertes. J'aime les groupes qui sont en train de se professionnaliser. Je trouve qu'il y a toujours des choses très intéressantes dans des projets qui ne sont pas complètement finis, pas complètement accompagnés. Et puis à titre plus personnel, moi c'est vrai que je suis très fan du groupe Afar, que j'ai découvert sur la programmation des Transmusicales l'année dernière. Donc je suis très curieuse de les voir sur scène. Puis cette année, il y a Chest aussi qui a complètement retourné la route du rock il y a une semaine. Donc je suis très très contente qu'on ait mis la main sur eux cette année sur la programmation. Et tu nous parlais aussi d'un lien avec des associations. C'est quelque chose que vous faites chaque édition ? Oui, quand même. Ça a pris plusieurs formes. Et oui, là, il y avait cette envie, en tout cas depuis qu'on est implanté à Vernon, de travailler en collaboration avec d'autres associations locales. Donc là, en l'occurrence, c'est l'association Les Hirondelles qui porte des projets d'activités pédagogiques et de prévention, de découverte de la culture auprès de plein de publics, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées. Donc c'est la présidente de l'association est membre aussi de Rock in the Barn et a des responsabilités sur le festival. Enfin, c'est toujours un peu quelque chose de familial en fait. Mais oui, on a aussi Vénitinssos par exemple, qui est une association qui organise des concerts à Évreux, qui vient depuis des années sur le festival pour tenir un stand, organiser une tombola, vendre du merch, faire la promo de leurs événements, de leurs fanzines. On a aussi l'association L'Abri, mais là c'est plus pour un côté prévention. L'année dernière, on avait l'association La Voix des Fées qui a fait de la prévention sur les VHSS auprès du public. Je trouvais que c'était un concept qui était hyper intéressant. Voilà, on essaie quand même toujours de pas être tout seul en fait, à faire front et puis à inviter d'autres personnes à parler de leur projet quoi. L'histoire du festival, c'est celle aussi d'un lieu, le château des Tourelles à Vernon, un cadre qui est devenu très associé au festival. Pour quelqu'un qui est là depuis 10, 15, 17 ans ou pour la première fois, quel est le message que vous aimeriez lui adresser avant les dernières notes ? C'est vrai que c'était très confortable de finir l'histoire du festival sur ce site, même si ça nous a coupé de l'historique du festival qui s'appelle quand même Rock in the Barn, donc rock dans la ferme, parce que il a grandi, il a évolué dans 2 sites fermiers, en fait, juste avant d'aller sur le parc des Tourelles, où là, on a un peu perdu le symbole agricole du festival, mais en même temps, ce parc, il était quand même
il était super parce qu'en fait on cohabitait avec du monde sur site, notamment le centre aéré des Tourelles où il y avait des enfants qui étaient là pendant le montage et il se passait quelque chose de quand même magique. Il y avait aussi du coup le château des Tourelles qui est un monument quand même un peu quand on traverse le pont on le voit tout de suite en fait. Et puis ces arbres en fait, cette nature, cette proximité avec la Seine qui nous a rapprochés aussi de l'histoire initiale du festival qui a commencé à la ferme de la Grande Ville. Donc c'était une ferme qui était entourée par un bras de la Seine et en bordure de Seine. Donc la boucle est bouclée quelque part et puis on est très heureux d'avoir travaillé ce site-là parce que d'un point de vue logistique, ça a été très confortable pour nous, quoi. C'est quoi le sentiment actuellement dans l'équipe à quelques jours du festival ? Il y a quand même ce cœur un peu lourd ou vous avez vraiment l'excitation d'une dernière édition ? C'est partagé, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. Il y a le cœur un peu lourd, forcément. Mais il y a toujours le stress de l'édition à venir parce que ça reste une édition avec ses enjeux et donc on a envie que ça se passe bien, on a envie d'avoir une belle météo, mais ça on peut pas choisir par exemple. C'est toujours un mélange d'excitation, de peur, je pense qu'on soufflera vraiment quand on se retrouvera samedi soir devant le dernier concert et qu'on sera bon ça y est c'est fini quoi. Là je pense qu'on peut-être c'est à ce moment-là que les émotions vont parler. Oui, c'est sûr. En tout cas, le 11 et 12 septembre, on vous attend donc à Rock in the Barn pour cette dernière édition au Château des Tourelles à Vernon. 2 jours, une programmation tournée vers la découverte, évidemment, des artistes français, mais aussi internationaux, des artistes normands. L'occasion de célébrer une aventure commencée il y a 17 ans. Et le samedi, l'accès sera notamment gratuit de 14h à 18h. On peut le dire, si jamais vous n'avez pas eu vos places, pas de panique. Un concours est organisé pour nos auditeurs. Rendez-vous sur le site west-track.com. Agathe, je te souhaite un excellent festival à toute l'équipe et puis on garde un œil donc sur l'association Rock in the Barn parce qu'on espère vous voir faire d'autres choses, vous éclater ensemble par la suite. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci.